Bonjour et bienvenue au premier forum virtuel de l'orientation post-bac. Après une première matinée consacrée au métier du commerce et de la gestion et aux formations qui en découlent, nous continuons cet après-midi avec les formations liées au droit et à la sécurité. Donc, comme ce matin, la table ronde va prendre la forme de deux parties. Une première partie pendant laquelle les intervenants pourront présenter leur formation et notamment donner des conseils aux candidats que vous êtes. Et dans une deuxième partie, nous répondrons aux questions que vous allez nous envoyer via le chat. Donc, et n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions. Si des choses sont dites et que vous avez besoin de précision ou qu'elles suscitent de nouvelles questions, envoyez-les nous via le chat et nous y répondrons dans la deuxième partie de la conférence. Je me permets également de vous rappeler que, en complément de ce qui va être dit aujourd'hui, vous avez sur le site internet de la DG2E une page dédiée à ce forum sur lequel vous allez retrouver des supports, des présentations PowerPoint, des capsules vidéo qui vont venir compléter la présentation des formations. Donc vous pouvez évidemment aller consulter cette page à tout moment. Et puis aussi pour préparer votre candidature sur Parcoursup, n'hésitez pas à vous adresser dans vos établissements aux conseillères d'orientation Psy-EN qui sont là pour vous aider dans cette démarche. Donc, on va commencer par faire un tour de table. Je vais vous laisser vous présenter la formation que vous êtes venu représenter aujourd'hui et on se lancera ensuite dans les questions. On va peut-être commencer par ici. Oui. Bonjour, je suis Philippe Chabert, je suis professeur responsable du BTS MOS, Management opérationnel de la sécurité, qui a ouvert à la rentrée donc 2020. C'est une première en France, puisque c'est un BTS qui a une dizaine d'exemplaires en France, et donc le seul sur le Fénois. Voilà. Je vous passe donc une étudiante. Oui, vas-y. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Toumarou Hetiare, étudiante en première année de BTS MOS. Merci. Sarah-Marie, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Sarah-Marie Cabon, je suis maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et je suis responsable de l'équipe pédagogique de la licence droit à l'UPF. Merci. Donc, bonjour à tous, donc moi c'est Toumata Helm, je représente plutôt le monde professionnel puisque j'interviens en tant que juriste et délégué du procureur au sein de l'association polyvalente d'action judiciaire. Je vous remercie. On va commencer donc par des questions plutôt pour les enseignants. Donc, est-ce que vous pourriez me parler des objectifs de la formation que vous représentez ? Bien, ce BTS MOS a été mis en place à la demande des professionnels, des syndicats professionnels, qui souhaitaient voir un middle management se mettre en place, puisqu'il n'y avait pas de diplôme entre les agents de sécurité qui occupent les postes de base et les directeurs. Donc c'est un BTS qui a mis 2 ou 3 ans avant de voir le jour, parce qu'il y avait beaucoup de parties à mettre d'accord sur les contenus. Ces contenus, ils sont donc sur le cœur de métier qui est la préparation d'une action de sécurité. Ils sont également sur le lien que peut avoir une entreprise avec tous les partenaires institutionnels. Et puis la capacité à vendre une prestation de justice ainsi que de sécurité, là, donc la partie commerciale, et puis également la partie management et gestion du personnel. Voilà les 4 grands pôles d'activité de ce BTS. Donc, juste pour compléter, donc c'est une formation, comme tu disais au départ, qui émane vraiment de la demande des entreprises du Fénois. Donc, en termes de recrutement, l'insertion pro derrière est plutôt bonne. En fait, c'est effectivement une demande du syndicat national, donc métropolitain, et qui a été adaptée sur le Fénois après avoir consulté les grandes entreprises, les grands intervenants, qui ont confirmé effectivement qu'il y avait une demande pour ce type de manager. D'accord, merci beaucoup. Sarah-Marie, tu veux présenter la licence de droit et donc les objectifs de la formation ? Oui. Alors la licence de droit à l'UPF est une licence de droit général. Elle se
compose donc de matières essentielles à la validation de ce type de diplôme. Elle est également organisée avec une spécialité possible dite un parcours d'excellence, dit parcours d'excellence avec une spécialité donc sciences politiques qui permet donc avec la licence droit général évidemment un premier accès au diplôme supérieur, donc au master, que ce soit donc sur le territoire ou en métropole, voire à l'étranger. Et puis encore au niveau supérieur, potentiellement à l'enseignement, à la recherche, avec un doctorat qu'il est possible aussi d'accomplir ici sur le territoire, après donc les deux types de master, droit privé et droit public. Et l'objectif de la licence est bien sûr d'intégrer, de s'engager dans des concours, soit tout de suite après les 3 années de licence, ou même certains concours qui sont disponibles après la 2e année. Et puis s'engager dans des carrières juridiques et judiciaires, et donc qui sont en majorité soumises à concours. Donc soit l'école des avocats, l'école nationale de la magistrature, le concours des notaires, huissiers de justice, etc. D'accord. Donc en fait, là, on a des formations qui vous présentent toute la diversité des métiers qui peut exister dans le domaine du droit et de la sécurité, avec des BTS plutôt à vocation d'une insertion professionnelle rapide à l'issue de la formation, et une licence plutôt généraliste qui vous encourage à poursuivre vos études au niveau master et pourquoi pas derrière au niveau doctorat. Donc ça, ce sont des éléments dont vous allez pouvoir tenir compte dans la construction de votre projet, c'est-à-dire de réfléchir à quel type de métier, quel type de responsabilité vous souhaitez exercer plus tard, pour savoir si vous allez vous orienter plutôt vers des formations courtes ou plutôt vers des formations où vous savez que vous êtes à l'université pour 3, 5 ou 8 ans. Voilà, ou plus si affinité. Donc voilà, il faut vraiment avoir ça en tête quand vous allez construire votre projet professionnel. Vers quel métier je m'oriente? Est-ce que je suis prêt à effectuer des études longues, ou est-ce que je préfère vraiment me frotter au monde du travail plutôt rapidement? En termes d'exigence, quels conseils auriez-vous à donner aux lycéens qui souhaitent candidater pour réussir dans votre BTS? Et c'est une excellente question, parce que nous avons une exigence forte au niveau de la probité des candidats. Une probité qui va être examinée à travers d'une part leur casier judiciaire et d'autre part le fichier des antécédents judiciaires. Et le candidat qui ne satisferait pas à cette enquête se verra refermer la porte. Donc nous avons les résultats d'enquête dès la fin du mois d'août à travers la CNAPS, la Commission nationale donc des agents de prévention et de sécurité, qui va enquêter et savoir si la personnalité du candidat est compatible avec un métier où il sera en charge de la sécurité. D'accord. Donc ça, c'est une première exigence. La seconde, c'est un goût prononcé effectivement pour des métiers qui peuvent être des métiers d'action, pour le management, pour l'envie d'un petit peu de secourir les autres, puisqu'on va retrouver des notions de secours à personne dans nos métiers, et peut-être une appétence pour le droit, puisque en matière de droit pénal, ils devront répondre de façon instantanée à des situations et se positionner par rapport à ça. Donc il y a quand même dans la formation pratiquement 10 heures de droit hebdomadaire, que ce soit de l'économie droit ou que ce soit du droit pénal. D'accord, merci. Je vais retourner du coup la question pour la licence de droit, des conseils pour réussir en licence de droit. Alors, des conseils, le premier conseil, je dirais, c'est la régularité. Véritablement dans le travail, être très endurant, parce que comme vous l'avez compris, la licence c'est déjà 3 ans, donc de la régularité, de la discipline, et les connaissances sont tellement denses et c'est tellement d'un coup, c'est beaucoup de vocabulaire nouveau et un fonctionnement de réflexion, une réflexion nouvelle véritablement, donc ça demande des capacités d'adaptation en plus de la régularité et de la discipline. Et je dirais une forte motivation, parce que après la licence et même après le master, beaucoup de métiers auxquels on peut rêver en arrivant en droit
que ce soit magistrat, avocat ou même dans la police judiciaire. Voilà, beaucoup de ces métiers ne s'ouvrent qu'avec un concours. Et donc après les études de droit, c'est encore plus voilà, un nouvel investissement, en sachant que comme tout concours, il y a un facteur chance malheureusement. Et donc il faut voilà, beaucoup de motivation et de sérieux. D'accord. Donc ce que je retiens aussi, c'est que tu évoques les concours. Donc peut-être aussi avoir plusieurs projets, ne pas peut-être tout miser sur le projet A qui serait le concours, mais éventuellement aussi regarder ce qui existe. Oui, c'est très juste parce que voilà, une licence de droit peut ouvrir beaucoup de portes. Donc oui, c'est tout à fait vrai. Tu as peut-être des exemples de... On peut très bien arriver en droit avec le désir de devenir, je dis pour la généralité, avocat, pour la passion des plaidoiries ou ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu lire dans la littérature ou voir à la télévision, bien que ce n'est pas du droit américain qu'on fait ici. Donc une envie des velléités de devenir avocat et puis au final à l'issue de la licence ne pas poursuivre en master, donc ne pas pouvoir aller au concours et puis intégrer une entreprise pour y être juriste parce que finalement le droit du travail nous a révélé et puis on se trouve tout à fait épanoui là-dedans. Et du coup ça me permet de rebondir sur ce que tu dis. Parmi vous, il y en a certainement voilà, qui ont un projet A peut-être ou qui n'en ont pas. Et c'est pas encore très grave à ce stade-là. C'est bien d'avoir une orientation de ce vers quoi on veut aller, mais vous allez au fur et à mesure de vos études aussi pouvoir préciser votre projet professionnel, découvrir des matières que vous ne connaissiez pas au lycée et peut-être découvrir des métiers auxquels vous ne songiez pas avant. Donc c'est aussi ça l'enseignement supérieur. Je vais continuer sur les questions pour les enseignants. Au-delà des résultats scolaires des futurs candidats via Parcoursup, quels sont les profils d'élèves ou quels sont les éléments dans leur parcours sur lesquels vous vous appuyez pour sélectionner les étudiants ? Au niveau de Parcoursup, par exemple. Sur Parcoursup, personnellement, je trouve la lettre de motivation intéressante. Parfois, c'est même quelque chose auquel j'attribue presque plus d'importance que certaines notes, parce que, encore une fois, comme tu le disais, on peut se révéler avec une vocation ou des passions pour le droit, pour la matière juridique, et on n'était pas forcément bon en maths, mais on se trouve épanoui là-dedans. En revanche, les matières, je dirais comme le français ou l'expression écrite est assez déterminante. Ça, c'est quelque chose à côté de laquelle on ne peut pas passer parce qu'en droit, on écrit énormément. Et donc, autant une très faible moyenne dans les matières scientifiques ne me rebutera pas et je penserais que l'étudiant peut tout à fait faire merveille en licence droit. En revanche, de trop grandes faiblesses, trop grandes lacunes dans les matières littéraires, c'est pas engageant. D'accord. Je te retourne la question. Quels sont les éléments de la candidature qui ont particulièrement d'importance ? Bien, je vais rejoindre un petit peu ma collègue sur les résultats en français qui seront regardés attentivement parce que c'est un métier où il va falloir écrire, il va falloir faire des rapports, il faut comprendre des textes qui sont parfois touffus et réellement, je crois que l'écueil, il est au niveau du français. Ce qu'on va regarder également, c'est puisqu'on a quand même le choix, on n'a que 15 places, donc on va regarder plusieurs dizaines de dossiers, on va regarder effectivement si l'élève est présent, s'il vient en cours, et c'est vrai qu'un absentéisme très fort va pénaliser la candidature. D'accord. Donc l'appréciation aussi des enseignants des lycées est importante pour vous dans le cadre de la candidature sur Parcoursup ? Bien entendu, on va regarder quel avis a été donné par les enseignants qui connaissent bien l'élève. Et c'est un portrait qui s'établit sur plusieurs paramètres, j'ai perdu mes mots, de bulletins scolaires, pardon. Et on peut voir d'ailleurs les candidatures qui évoluent. On a le droit d'avoir des moments de faiblesse dans sa scolarité et on va essayer quand même de prendre tout en compte.
Ok, donc ce que je retiens, ce sont donc l'assiduité dont tu parlais, mais aussi la motivation. Si vous savez expliquer pourquoi c'est cette formation-là qui vous intéresse, ça peut parfois combler éventuellement des lacunes ou du moins des faiblesses dans certaines matières. Donc c'est vraiment un élément qu'il faut soigner. On voit un peu... on voit de temps en temps des copier-coller de lettres de motivation. Je vous déconseille cette stratégie fortement parce que les lettres de motivation sont lues et à bulletin égal, à note égale, ce qui fera la différence sans doute, ce sera en partie la lettre de motivation. Voilà. Je vais m'adresser maintenant aux étudiantes et anciennes étudiantes qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui te plaît particulièrement dans cette formation ? Alors, au départ, intégrer cette filière, c'était un challenge pour moi. Pourquoi ? Parce que au début, on me disait beaucoup que cette filière, c'était essentiellement fait pour les hommes et très peu pour les femmes. Donc, alors, j'ai décidé de relever ce défi et de montrer qu'une femme aussi, elle peut diriger une équipe, elle peut diriger une entreprise. Et puis, j'ai développé une grande curiosité pour les nouvelles matières, tout ce qu'on a vu à l'école. Voilà. D'accord, c'est de très bonnes raisons d'avoir choisi cette filière et bon courage pour la suite. Et donc, toi, tu es une ancienne étudiante de la licence de droit. Tu peux peut-être nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a donné envie de t'y inscrire à l'époque ? Alors moi, j'ai su très jeune que je voulais faire du droit. Déjà au collège, je savais que c'était ça que je voulais faire. Donc, le choix d'orientation déjà au lycée, la filière était déjà tracée. Donc j'ai fait le parcours ES et ensuite je suis arrivée en licence de droit. Et en fait, j'ai su que je ne m'étais pas trompée du tout quand je suis arrivée en licence de droit. Après, c'est vrai ce que Mme Gabon disait, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de travail, effectivement, la licence de droit. J'ai trouvé que les 2 premières années peut-être étaient les plus dures parce que c'est là qu'on découvre un nouveau monde, un vocabulaire complètement différent, une méthodologie qu'on ne peut pas ne pas acquérir quand on sort d'une licence. Déjà même à l'issue de la première année, on ne peut pas ne pas avoir acquis la méthodologie, sinon on n'y arrive pas pour la 2e année. Pour autant, cette rigueur-là ne m'a pas fait peur et c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de motivation pour aller jusqu'au bout. Les enseignants qu'on avait aussi étaient très, très accompagnants, donc ça a aidé aussi. On pouvait poser des questions, ce qui est différent quand on va en métropole et qu'on a des amphithéâtres avec 400 personnes. Compliqué de poser des questions aux professeurs. Donc en fait, voilà, c'était vraiment depuis très jeune que je voulais faire ça et j'ai pas du tout regretté. Ensuite, j'ai poursuivi en France parce que le master n'existait pas ici. Et j'entendais beaucoup avant de partir que les élèves de Polynésie française n'avaient pas le niveau. Et en fait, c'est pas vrai du tout. J'étais parmi les élèves moyens ici. En France, j'étais parmi les premiers. Donc, c'est pas du tout vrai en fait que la licence ici a un niveau moindre que celui de France. Bien au contraire. J'ai trouvé que j'avais beaucoup plus de facilité à arriver en master de droit. Bon, ça c'est plutôt rassurant, c'est des bonnes nouvelles. Entre-temps, donc des masters ont ouvert ici. Après, une des choses que tu as abordées et qui est intéressante, c'est qu'on se situe sur des filières avec des cohortes relativement petites. Ce qui est quand même un atout majeur parce que vous pouvez être très bien accompagné par l'équipe pédagogique de la filière en question. Et puis surtout, pour rassurer les lycéens qui nous regardent et qui nous écoutent, une fois que vous arrivez ici, la marche, ici dans l'enseignement supérieur, la marche peut sembler haute, mais vous êtes accompagné dans cette découverte et dans ce nouveau parcours, à la fois par vos enseignants, mais aussi par différents services au sein de vos établissements qui sont là pour vous accompagner, que ce soit peut-être dans votre projet d'orientation, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait le bon choix ou que vous rencontrez des difficultés, vous pouvez en parler à vos enseignants, aux étudiants des promotions précédentes, etc. Et puis aussi les difficultés sociales que vous pourriez rencontrer. Il y a toujours des personnels et des enseignants qui sont là pour vous aider et vous accompagner. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter tous. On est là pour votre réussite. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Il y a une marche, il y a un grand pas à sauter entre le lycée et l'enseignement supérieur, que ce soit sur des filières courtes ou longues. Mais vous n'êtes pas seul.
Tu as peut-être des conseils d'ailleurs justement pour les lycéens qui nous écoutent que tu voudrais leur donner? Ah oui, bien sûr. Il faudrait déjà avoir un bon dossier scolaire, ensuite s'intéresser à la filière, mais aussi ça demande beaucoup d'autonomie, de travail personnel chez soi. Et j'encourage tous les étudiants, les futurs étudiants. Voilà. D'accord. Il y a des difficultés particulières que tu as rencontrées entre le lycée et le BTS? Alors, sachant que je sors de bac métier de la sécurité, pas vraiment, mais après au niveau du management, ressources humaines et tout, oui. D'accord. Donc comment tu as fait pour aller au-delà de ces difficultés? Alors, je suis très curieuse dans toutes les matières, ce qui fait qu'avec ma curiosité, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis à développer des connaissances, à m'intéresser et surtout forger mon niveau scolaire. Voilà. D'accord. Peut-être pareil, peut-être des conseils pour les futurs étudiants? Oui, je dis, il ne faut pas avoir peur du travail, parce que ça forme aussi pour le milieu professionnel. Je veux dire, même un juriste d'entreprise, c'est très rare qu'il ait une vie très calme. C'est toujours des métiers qui prennent énormément de temps et dans lesquels il faut s'investir pleinement. Donc c'est maintenant que ça commence, en fait. C'est dès la première année de licence. D'accord. On a encore un petit peu de temps avant de passer aux questions des internautes. Peut-être pour les enseignants, vous pouvez donner quelques exemples de matières qu'on aborde dans votre formation et qui n'existent pas au lycée et qui seront donc nouvelles pour les lycéens. Alors, au risque de faire peur, pratiquement toutes les matières qui sont vues en première année n'existent pas au lycée. Je crois qu'il y a un petit peu d'introduction au monde juridique dans certaines filières, mais non, véritablement, la première année, tout est une découverte et ça rejoint ce que tu disais. C'est un nouveau monde, véritablement, un nouveau vocabulaire, un apprentissage d'une réflexion et d'une finesse d'analyse de texte. D'autant plus que sur le territoire, parfois le droit n'est pas le même, puisque donc il y a cette autonomie et là dans certaines matières et donc ça pousse les juristes à devoir parfois aller encore plus loin, à rechercher. Il y a parfois des vides juridiques, donc la réflexion, l'analyse est très très importante. Donc les matières, outre la découverte, c'est une nouvelle façon de réfléchir. Qui est apprise. Donc la marche est en effet haute, mais et là aussi je te rejoins, une fois que l'étudiant est lancé, il n'a pas à rougir de la licence de l'UPF, puisqu'en métropole il peut tout à fait être au niveau. Et donc pour se frotter à ces nouveautés, est-ce que dans le cadre de la licence, il y a des stages qui sont prévus à différents moments? À la fin, alors on a mis en place depuis l'année dernière, donc ça n'a pas de caractère obligatoire encore, contrairement aux licences plus économie-gestion, licence pro, mais on les pousse à aller faire des stages de courte durée à la cour d'appel de Papeete ou suivre des auditeurs de justice ou aller dans des associations comme La Page, voilà, pour voir un petit peu ce que c'est le monde du travail dans la vie judiciaire. Mais ça n'a pas encore de caractère obligatoire. Ceci dit, on relaie, tous les enseignants relaient les offres auxquelles dont on peut avoir connaissance. On communique voilà, et on les accompagne, bien sûr, s'ils en ont envie. D'accord. Et ça, c'est une bonne chose, je pense, pendant la licence, d'aller voir, parce que ça peut, en cas de baisse de motivation, alors c'est un peu qui tout double, ça peut démotiver complètement et à ce moment-là, on change de filière, ou ça peut au contraire renforcer la motivation en se disant j'ai vu, c'est maintenant véritablement ça que je veux faire, et on redouble d'efforts. D'accord. Et du coup, des stages en BTS? En BTS, on va retrouver des stages comme dans tous les BTS tertiaires, c'est-à-dire 14 semaines sur les 2 années, ce qui représente à peu près 2 mois de stage par année, et des stages où on va être intégré dans des entreprises de sécurité avec ce côté opérationnel. Alors ce côté opérationnel, ça veut dire qu'on doit être capable, au bout de la première année, de remplacer quasiment n'importe qui dans l'entreprise, et pour ce faire, acquérir des qualifications professionnelles qui sont étrangères aux personnes qui arrivent des filières de bac général et bac technologique. Alors ils ont un petit programme de rattrapage d'à peu près 4 heures par semaine qui leur permet effectivement de passer les diplômes que ceux qui arrivent de baccalauréat métier de la sécurité ont déjà.
puisqu'on attend bel et bien d'un manager qui puisse savoir faire le travail de ceux qu'il manage. Voilà. En deuxième année, par contre, les stages seront davantage sur du contrôle et de la gestion de site, réellement le métier qu'ils pourront occuper plus tard. Et là, donc, il s'agit de stages obligatoires inclus dans la maquette qui conditionnent la réussite au BTS. Absolument, les stages sont importants, tant au niveau de l'évaluation finale, même qu'au niveau de l'acquisition de compétences qui ne peuvent pas être faites en classe. D'accord. Tu évoquais des bacs qui étaient un petit peu enfin, votre BTS est la suite logique de certains bacs. Est-ce qu'il y a des filières qui sont plus propices que d'autres, ou est-ce que vous recrutez très largement de tous les niveaux, de tous les bacs généraux, techniques? On essaie d'avoir un équilibre effectivement entre les bacs généraux et les bacs techniques, et on regarde plus un profil de candidat qu'une provenance. On a des candidats qui viennent de la filière littéraire, d'autres de STMG. Il n'y a pas de sélection sur la provenance, effectivement, plutôt sur la motivation. D'accord, très bien. Pour maintenant ton aspect plutôt professionnel, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du domaine d'activité qui est lié à la formation que tu as suivie? Alors, moi, je suis spécialisée en criminologie et droit pénal, hein, donc une spécialisation que j'ai fait en métropole. Et donc là, aujourd'hui, je travaille en tant que déléguée du procureur. Donc la page, il faut savoir qu'elle a deux pôles, hein, le pôle aide aux victimes et le pôle mission judiciaire. Je suis sur le pôle mission judiciaire, où on nous confie, le procureur en fait nous confie une partie de ses pouvoirs pour mettre en place ce qu'on appelle des mesures alternatives aux poursuites. Donc ce sont des mesures qui permettent d'éviter de passer devant un tribunal quand on a des délits de moindre gravité, et qui permettent aussi de renforcer le dispositif de justice de proximité. En fait, nous, ça nous permet d'avoir des rapports directs avec les mises en cause, et de faire aussi un travail socio-éducatif pour éviter la récidive, pour limiter le risque de récidive. Et donc on met en place des mesures telles que la composition pénale, la médiation pénale, le rappel à la loi, le classement sous condition. Et on surveille également l'exécution. Donc dans ma formation, on est formé autant à la prévention qu'à la répression et qu'à l'exécution. Donc on suit toutes les phases en fait de l'infraction pénale. Et dans le cadre de ma fonction, donc on va être amené à recevoir en audience des mises en cause, à leur proposer les mesures alternatives aux poursuites, à veiller à ce qu'ils respectent la mesure, et surtout à profiter du temps qu'on a avec eux pour faire ce travail socio-éducatif avec eux, leur faire prendre conscience en fait de la gravité des faits qu'ils ont commis pour éviter qu'ils recommencent. Donc c'est du pratico-pratique, c'est du concret, c'est du terrain, c'est rentré aussi dans beaucoup de contextes, hein. Nous, on est spécialisés sur certains contentieux, ce sont les violences intrafamiliales et les stupéfiants, des contentieux qui sont quand même parfois lourds dans certaines familles. On rentre parfois dans l'intimité de certaines familles, et tout le travail va être d'essayer de trouver le juste milieu entre ce que la loi dit et le contexte dans lequel ils vivent, essayer de leur faire comprendre que malgré ce contexte, ça reste une infraction pénale et que ce n'est pas une excuse non plus pour enfreindre la loi. Donc c'est très riche, hein, comme activité. Le fait d'être polynésienne, c'est vrai que des fois ça peut me permettre d'expliquer en tahitien si en face j'ai quelqu'un qui ne comprend pas le français. Et en fait c'est ça la justice de proximité, c'est une justice plus proche de l'humain, et surtout qui prenne en compte un peu tous les aspects autour de l'infraction. Donc c'est une prise en charge globale de l'infraction, et pas juste devant un tribunal, tu as fait ça, tu es condamné à ça. Donc c'est un temps vraiment qu'on passe avec les mises en cause, et parfois et avec les victimes également, hein. Elles aussi ont la possibilité de s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu et de nous dire comment elles ressentent les choses. Et avec elles, on va travailler la partie indemnisation, on va essayer de voir comment elles se sentent. Et bon, souvent, on est un peu... Enfin, moi, hein, je suis un peu mal à l'aise avec l'indemnisation, le fait de dire à la victime, ce que tu as subi, ça vaut ça. Parce qu'en fait, ça n'a pas de prix, hein, aux yeux de quelqu'un. Et ça, il faut avoir quand même la subtilité nécessaire pour le faire comprendre qu'on ne dit pas que ça vaut ça, c'est que c'est son droit, c'est celui-là. Et qu'est-ce qui, dans ton parcours d'études, ou que ce soit les matières ou les stages que tu as effectués, a porté ton choix vers cette carrière ?
Alors en fait, comme Madame Camon le disait, des fois c'est aussi le facteur chance. Et moi, c'est une série de rencontres aussi qui m'ont amené là. À la fin de mon master, je devais faire un stage de pré-professionnalisation. Je l'ai fait à la Page, à l'issue duquel on m'a proposé un CDI. Et je ne suis jamais repartie, alors que je devais repartir pour continuer mes études, parce que j'ai découvert ce métier, un métier que je ne connaissais pas, parce qu'on nous enseigne beaucoup de choses, et on nous parle beaucoup des carrières judiciaires, des professions d'avocat, de magistrat. Et en fait, il y a tout un panel en fait, qu'il faut quand même essayer de découvrir. Il n'y a pas que ça comme carrière en fait, dans le droit. Et dès que j'ai découvert ce métier, ça m'a plu tout de suite. Donc je ne suis jamais repartie. J'ai quand même... pendant 6 ans, en fait, je suis partie de la Page et j'ai été du côté de la prévention, donc pour essayer d'agir un peu plus en amont, parce que finalement, au sein de la justice, on est déjà au bout du fil, hein. La chaîne est quasiment terminée, l'infraction est commise, la famille a subi tout ça, et donc j'ai voulu être un peu dans la prévention. Je l'ai fait pendant 6 ans, et je reviens maintenant avec une expérience beaucoup plus riche et une vision beaucoup plus large de ce qui se passe vraiment autour d'une infraction. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est sortir des sentiers battus, sortir de la filière droit, aller voir un peu et revenir. Moi, je suis allée du côté de la santé, je suis allée du côté de la condition féminine pour essayer d'avoir un peu plus d'expérience, pour finalement revenir mieux armée pour ce métier. Effectivement, ce que tu dis, c'est très intéressant. Ça va nous permettre de conclure cette première partie. Ne négligez pas les stages. Vous allez avoir des stages à effectuer pendant votre formation. C'est une super opportunité, non seulement pour créer un réseau professionnel, mais également pour toucher à différents corps de métier qui existent dans le secteur du droit et de la sécurité, voir celui ou ceux qui vous plaisent et ceux qui vous plaisent moins. Ça aussi, c'est important de savoir ce qui vous plaît moins. Et en plus, dans certaines situations, c'est un stage qui peut déboucher sur une embauche derrière. Donc ça, c'est clairement un élément à ne pas négliger. On va passer sur la partie questions. Petit intermède technique. Je te remercie. Alors, donc la première question, elle va plutôt être pour vous. Quelles sont les entreprises, quel type d'entreprises recrutent dans le domaine de la sécurité ? Bien, il y a sur la Polynésie une dizaine d'entreprises de taille assez importante, c'est-à-dire d'un métier d'une centaine de salariés. Et ça peut aller jusqu'à 300 salariés. Et ces entreprises, effectivement, sont des viviers d'emploi pour les étudiants qui sortiront de nos formations. Il y a également la possibilité, effectivement, d'aller en métropole, mais... il y a également, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, la possibilité de passer déjà aussi quelques concours de niveau catégorie B ou même C de la fonction publique. Donc les entreprises qui recrutent, c'est la question, c'est donc les 3 ou 4 grosses entreprises ou peut-être 5-6 majors en sécurité du Fénois. D'accord. Ok, très bien. La suivante, c'est également s'adresse également à vous deux. Donc, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure dans la présentation, mais à part agent de sécurité, quels sont les débouchés possibles à l'issue d'un BTS MOS ? Donc, on n'est pas sur un agent de sécurité déjà, hein, on est sur une personne qui va manager les agents de sécurité, et les débouchés vont être justement sur ces postes d'encadrement, et également des postes aussi pour travailler dans les services des entreprises publiques qui ont des services de sécurité. Je pense à l'hôpital, je pense à la CPS, je pense également à Métropole, beaucoup d'entreprises publiques qui ont leur propre service de sécurité. Il y a également des débouchés dans la marine, il y a des débouchés dans les transports de fonds et également dans les transports de valeur. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, peut-être une question plutôt pour le niveau licence. Donc ça, c'est un élève qui s'interroge si je n'arrive pas à trouver de stage et j'ai l'impression que je ne suis pas crédible. Quel conseil pour mieux m'y préparer à trouver un stage ? Alors, j'ai pas compris la question de la crédibilité. Oui, peut-être que quand on démarre à l'université ou en BTS, on n'a pas un CV très fourni, etc.
comment on peut quand même valoriser nos expériences pour se rendre Alors chrétien. la valorisation d'expérience, elle se fera principalement sur les résultats obtenus en première année et en deuxième année, puisque le stage professionnel intervient en fin de deuxième année. Et puis c'est aux enseignants aussi d'aider l'étudiant via les annonces dont je parlais tout à l'heure que l'on relaye nous auprès du COSIP. C'est à toute cette équipe-là d'aider les étudiants à trouver leur stage. Et je voulais parler de quelque chose tout à l'heure. On a mis en place cette année, la bibliothèque, surtout la direction de la bibliothèque et des étudiants des années supérieures, un tutorat. Ce sont des plateformes horaires qui sont entièrement dédiées pour les étudiants à la bibliothèque. Et donc, tous les nouveaux entrants peuvent aller se renseigner, poser toutes leurs questions. Alors en général c'est plus axé sur le travail des TD, mais pour une question de recherche de stage, ça peut tout à fait entrer en compte et les étudiants des années supérieures sont là, disponibles, particulièrement accueillants et motivés, et puis ils ont l'expérience. Donc ça c'est un point que je voulais soulever parce que c'est quelque chose qui marche bien et on a des tuteurs très performants. D'accord, mais j'imagine que vous avez peut-être aussi des dispositifs ou des personnes ressources pour les étudiants qui sont en recherche de stage, du coup. Je te laisse répondre. En effet, on a des partenariats qui sont passés avec les grosses entreprises qui s'engagent à recevoir quelques étudiants. Donc on n'a qu'une quinzaine d'étudiants, donc c'est assez facile à trouver des stages, effectivement. Encore une fois, je le répète, pas d'inquiétude, il y a des services et des référents qui sont là pour vous accompagner. Alors à l'université, il y a effectivement le service dans lequel nous sommes aujourd'hui, le COSIP, donc le Centre d'orientation et d'insertion professionnelle, qui est là pour vous aider dans vos démarches de stage, évidemment. Mais s'appuyer sur les étudiants des années précédentes, c'est toujours une ressource très importante. Et comment vous rendre crédible ? Eh bien, je suis sûre que dans vos activités extrascolaires, il y a des choses qui sont valorisables. Et on sait bien qu'en début de cursus universitaire, on n'a peut-être pas beaucoup d'expérience professionnelle, mais on a un certain nombre de choses à mettre dans son curriculum vitae, que ce soit le fait d'avoir été dans une association, actif dans une association, de pratiquer un sport à un niveau peut-être élevé, ce genre de choses, c'est valorisable aussi. Et donc il ne faut pas avoir peur de ne pas être crédible. Tous les autres élèves de première année, deuxième année, troisième année sont dans la même situation que vous et les entreprises sont bien sensibilisées à cet aspect-là. Une question donc pour la licence de droit. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ou aller plus dans le détail sur la différence entre la filière droit général et le droit sciences politiques ? Alors c'est une légère différence, simplement que le parcours, les étudiants du parcours sciences politiques font son tronc commun avec la licence droit général. Simplement, ce parcours sciences politiques inclut quelques matières en plus, notamment des conférences de méthode le samedi matin avec des devoirs en plus, et puis une préparation à la prise de parole en public et de thématiques de culture générale beaucoup plus poussées que les étudiants de licence droit général. Et évidemment, donc, ça les amène à être davantage préparés au concours des instituts d'études politiques, puisque la culture G et la prise de parole à l'oral est quelque chose de fondamental. Voilà. Donc la différence est mince, simplement il y a davantage d'investissement sur cette discipline-là, culture générale, conférence de méthode. C'est monsieur Semir Awardi qui est le responsable de cette filière. D'accord. Donc il me reste à conclure cette table ronde donc, en vous rappelant que les JOPB virtuels continuent un petit peu cet après-midi, demain toute la journée et jeudi toute la journée. Et notamment jeudi après-midi, on abordera des thématiques notamment sur votre candidature, comment formuler votre candidature sur Parcoursup, mais aussi toutes les questions liées au logement, aux bourses, au transport. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre à nouveau, nombreux je l'espère, tout au long de la semaine, à poser vos questions. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent à l'issue de cette table ronde, n'hésitez pas à les envoyer quand même sur le chat
elles seront relayées et il y a une foire aux questions sur le site de la DG2E. Donc voilà, plein d'éléments à votre disposition pour vous aider dans ce parcours semé d'embûches qui est la formulation des vœux sur Parcoursup. Je remercie également très chaleureusement les intervenants et intervenantes de cette table ronde. Si vous avez un mot pour conclure, si vous voulez ajouter quelque chose, c'est le moment. Non? Venez nombreux. Courage. Merci beaucoup et bon après-midi.